Une veuve âgée accueille 20 motards transis de froid. Le lendemain matin, Mill et les Angels s'arrêtent devant sa porte. Des bourrasques glaciales déchiraient la nuit, faisant trembler les volets d'une ferme isolée aux confins du village. À l'intérieur, une lampe solitaire brillait faiblement. Une veuve âgée, sans enfant et écrasée par les dettes, fragile et épuisée par des années de silence, se tenait à sa fenêtre, serrant un châle usé, écoutant la tempête hurler dehors. 15 années s'étaient écoulées depuis la mort de son époux, la laissant supporter une maison trop vaste, un silence trop pesant, et une existence qui semblait rétrécir à chaque saison nouvelle. Pourtant, cette nuit-là, le bruit qui lui parvint n'était pas le cri du vent, mais le rugissement désespéré de moteurs de moto luttant contre le froid. 20 hommes, vestes de cuir trempées, visages gelés, se tenaient grelottant devant son portail. Elle hésita. Qui était-il? Et si le danger les suivait? Mais finalement, la bonté l'emporta sur la peur. Elle ouvrit sa porte. Même avec si peu à offrir, elle ne pouvait les abandonner. Elle ignorait qu'à l'aube, sa ferme oubliée se retrouverait au centre d'un grondement jamais entendu dans son paisible village. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions connaître votre avis. La nuit était amère, un froid qui pénétrait jusqu'aux os et faisait claquer chaque volet mal fixé de la ferme. À l'intérieur, une veuve âgée nommée Marthe était assise, voûtée près d'une petite lampe, son châle serré contre ses épaules. La maison était silencieuse, trop silencieuse. 15 années avaient passé depuis la mort de son mari Henri, et les pièces qui autrefois résonnaient de rire étaient depuis longtemps retombées dans le silence. Il n'y avait pas d'enfant pour rentrer à la maison, aucune voix pour apaiser l'immobilité, juste elle, une pile de factures impayées sur la table, et la crainte lancinante que la banque puisse un jour prendre le peu qui lui restait. Marthe n'avait jamais imaginé que sa vie se réduirait à cela. Une femme seule, noyée dans les dettes, le monde oubliant son existence une saison après l'autre. Et pourtant, malgré tout, elle portait en elle une résilience tranquille. Ses journées suivaient un rythme si régulier qu'il frôlait le rituel. Elle se levait avant l'aube, faisait bouillir de l'eau pour le thé, et s'asseyait à sa table de cuisine, contemplant la même vue qu'Henri avait tant aimée. Les champs s'étendant loin au-delà du verre givré. Elle nourrissait les oiseaux, s'occupait des quelques plantes survivantes dans son jardin, puis se retirait à l'intérieur, où le temps avançait par pas lents et lourds. Les voisins passaient devant sa propriété sans s'arrêter. Ils savaient qui elle était, mais l'appelaient rarement. Certains disaient qu'elle préférait ainsi, une veuve s'accrochant aux souvenirs plutôt qu'aux gens. D'autres murmuraient que sa tristesse rendait la conversation trop lourde, trop inconfortable, comme s'il pouvait attraper sa solitude en s'attardant trop longtemps. Ainsi les visites diminuèrent et son nom s'effaça des lèvres de la communauté autour d'elle. Mais Marthe ne se plaignait pas. Elle portait sa solitude comme si elle faisait partie d'elle, une compagne aussi familière que son propre reflet. Quand la nuit tombait, elle s'asseyait près du feu dans le vieux fauteuil d'Henri, ses mains agrippant un châle usé qu'il lui avait acheté autrefois à une foire locale, le tissu s'effilochant mais encore légèrement parfumé au cèdre. Elle murmurait son nom parfois, comme si les murs pouvaient porter le son jusqu'où il était parti. Dehors, une tempête se préparait. Les premiers flocons de neige tombaient paresseusement, mais l'air portait le tranchant de quelque chose de plus lourd, quelque chose d'implacable. Le vent griffait les volets, et la cheminée gémissait comme sous l'effort du souffle de la nature. C'était le genre de tempête qui faisait accélérer le pas des voyageurs, qui faisait se blottir les familles à l'intérieur, qui rendait les routes dangereuses et la nuit cruelle. Pour Marthe, c'était un autre rappel de sa vulnérabilité dans cette grande maison vide. La tempête dehors s'épaississait, enveloppant la maison d'un voile de neige. Les volets cognaient comme des tambours lointains, et Marthe resserra son châle. C'était une nuit comme tant d'autres. Solitaire, lasse, emplie d'échos de mémoire, et pourtant quelque chose frémissait dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La ferme se tenait fragile contre le hurlement du vent, mais ce qui arrivait ne serait pas porté uniquement par la tempête. La tempête avait englouti la nuit entière. La neige fouettait les champs comme des éclats de verre, et la ferme isolée gémissait sous le poids du vent. À l'intérieur, Marthe était assise dans son fauteuil, châle serré autour de ses épaules, écoutant la tempête avec la patience lasse d'une femme qui avait vu bien des hivers. Elle pensait connaître ce son, le gémissement du vent, le craquement d'une branche, le grondement inquiet de la terre. Mais alors il arriva. D'abord elle crut que c'était le tonnerre, un grondement roulant sous la tempête. Mais il ne s'estompa pas. Il devint plus fort, plus puissant, comme si le sol lui-même tremblait. Elle se pencha plus près de la fenêtre, le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. À travers le flou de neige et d'obscurité, de faibles points de lumière apparurent, zigzagant, rebondissant, se multipliant. 1 devint 5, 5 devint 10, puis 20. Des phares perçant la tempête comme des yeux de feu dans la nuit. Des moteurs, le son pressé contre ses murs, grave et guttural, faisant trembler le verre dans son cadre. Marthe se figea, son souffle se coinçant dans sa poitrine. Des motos ici à l'extrémité la plus reculée du village en pleine tempête de neige. Cela n'avait aucun sens.
Pourtant les voilà, 20 silhouettes, vêtues de cuir, trempées jusqu'aux os, leurs motos regroupées comme des bêtes cherchant refuge. L'air dehors semblait frissonner de leur arrivée. Les motards descendirent de leurs engins, leurs bottes s'enfonçant profondément dans la neige. Ils se tenaient dans la lueur de leurs phares, la vapeur s'élevant des moteurs qui luttaient pour rester en vie contre le froid. Leurs visages étaient cachés sous les casques et les écharpes, mais leur corps racontait l'histoire, épaules voûtées, bras serrés contre le froid, mouvements raides d'épuisement. Ce n'étaient pas des hommes sortis pour le plaisir de la route. C'étaient des voyageurs échoués, pris dans une tempête qui menaçait de les consumer. Le souffle de Marthe embua la vitre alors qu'elle regardait à travers le rideau. Elle sentit sa poitrine se serrer. La peur s'enroula dans son estomac. Elle était seule, fragile, avec rien qu'une serrure et une porte entre elle et 20 inconnus. Son esprit s'emballait de possibilités. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi son portail, sa maison, son petit monde tranquille? Les coups arriva. Lent, lourd, un poing contre le bois, étouffé par la tempête, mais indéniable. Une fois, 2 fois, 3 fois. Martha Anibuheapa. Le second coup suivit, plus fort, insistant, portant un poids qui la fit tressaillir. Elle serra son châle plus fort, ses doigts tremblants contre le tissu. Ses yeux se tournèrent vers le vieux téléphone au mur. Devrait-elle appeler le shérif? Quelqu'un viendrait-il à temps à travers la tempête, ou serait-elle laissée à affronter seule ce qui se tenait à sa porte? Le coup résonna à nouveau. Cette fois, une voix suivit. Profonde, rude, mais étrangement stable. Madame, s'il vous plaît, nous gelons ici dehors. Elle hésita, déchirée entre l'instinct et la compassion. Chaque prudence qu'elle avait apprise lui criait de rester derrière la serrure, de laisser la tempête les engloutir, de se protéger de ce qui pourrait arriver si elle ouvrait cette porte. Et pourtant un autre son s'éleva en elle. Pas de la tempête, pas des hommes dehors, du souvenir. La voix d'Henri, claire, comme s'il se tenait à nouveau près d'elle. Aide toujours le voyageur, Marthe. Il lui avait dit il y a longtemps. Même s'il ressemble à un ennemi, la route change un homme. Parfois tout ce dont il a besoin est un endroit pour se reposer. Elle avala difficilement, le poids de ses paroles pesant contre sa peur. Lentement, elle se leva de sa chaise. Ses genoux la faisaient souffrir alors qu'elle traversait le plancher de bois, chaque pas résonnant trop fort dans le silence. À la porte, elle s'arrêta, sa main planant au-dessus du loquet. La tempête rugissait dehors, portant avec elle le grondement des moteurs au ralenti et le murmure de 20 hommes qui attendaient. Elle pouvait sentir le froid s'infiltrer par les fissures, mordant sa peau comme pour lui rappeler ce qu'il devait endurer. Le désespoir s'accrochait à l'air. Pourtant, le doute persistait. Et si le danger entrait avec eux? Et si ouvrir cette porte signifiait qu'elle ne verrait jamais un autre lever de soleil? Ses doigts touchèrent le loquet. Un instant, elle ferma les yeux. Elle vit le sourire d'Henri, sentit la force de sa main dans la sienne, entendit à nouveau sa foi tranquille dans les gens, même les étrangers. Le souvenir stabilise son tremblement. Avec un souffle aussi fragile que courageux, Marthe tourna le loquet et tira la porte. Neige et vent se précipitèrent à l'intérieur, tourbillonnant autour de son châle. Au-delà du seuil se tenait une silhouette, grande, large, sa veste de cuir trempé, sa barbe gelée avec des éclats de glace. Il retira son casque, révélant des yeux fatigués qui, malgré leur dureté, portaient quelque chose d'humain. Il inclina légèrement la tête, presque respectueusement, et parla à nouveau. « S'il vous plaît, madame. Nous ne voulons pas d'ennui, juste de la chaleur. » Derrière lui, les autres se tenaient grelottants, leur souffle s'élevant en nuages, leur corps lourd de fatigue. Un instant, la tempête sembla retenir son souffle. Et dans cet instant, Marthe fit son choix. La ferme les avala un par un, 20 étrangers franchissant son seuil, apportant avec eux la morsure de la tempête et la rudesse de la route. Marthe se tint de côté, son cœur battant sous son châle alors que le chef faisait signe aux autres d'entrer. Leurs bottes frappèrent le plancher de bois avec un bruit sourd qui résonna dans la petite maison. Neige et boue fondue s'accumulèrent près de la porte. L'odeur de cuir mouillé et d'essence emplit l'air, entrant en conflit avec le faible parfum de vieux cèdre et de thé. Pour Marthe, l'invasion de son sanctuaire tranquille était accablante. Pour les motards, c'était un salut. Ils avançaient prudemment, épaules se frôlant dans le couloir étroit, casques retirés pour révéler des visages usés par le vent, marqués par des années de vie dure. Certains lui firent un signe de tête en passant, murmurant un merci, madame d'une voix rauque du froid. D'autres ne dirent rien, leurs yeux parcourant la pièce, les murs, les photographies, la femme elle-même, comme s'ils calculaient où ils avaient atterri et quelle sorte d'âme leur avait ouvert la porte. La main de Marthe s'attarda sur le loquet même après qu'il fut fermé. Elle pouvait entendre la tempête frapper contre les fenêtres, désespérée d'entrer à nouveau. Mais la tempête n'était plus son plus grand souci. C'étaient ces hommes enlevant leurs vestes trempées, débouclant des gants raidis par le gel, secouant la cruauté de la nuit dans son salon. Le cuir pendait lourdement sur le dos de ses chaises.
Les bottes tapaient près du feu, envoyant des gouttelettes d'eau siffler contre le bois crépitant. La vieille ferme gémissait sous le poids de tant de corps. Des hommes trop grands pour ces petites pièces. Leur présence engloutissant le silence qui avait été son compagnon si longtemps. Le souffle de Marthe se coinça alors qu'elle les regardait. Leurs tatouages, leurs cicatrices, la dureté gravée dans leurs traits. Tout parlait de vie vécue à la lisière de la société, loin des rythmes doux des fermes et des cuisines. Et pourtant sous cette armure de cuir et d'acier, elle vit la lassitude. Les mains tremblantes, la peau rouge et brute gercée par la tempête. Ils étaient peut-être dangereux, mais ils étaient aussi humains. Pourtant, la tension s'accrochait à l'air comme de la fumée. Deux des hommes chuchotaient entre eux, leurs voix basses, leurs yeux se tournant vers la porte, comme incertains de faire confiance à l'abri qu'ils avaient trouvé. Un était assis, bras serrés, fixant le feu comme pour le défier de le réchauffer. Un autre encore s'accroupit près de l'âtre, main tendue vers les flammes, des larmes se formant dans ses yeux alors que la chaleur revenait à sa peau. Gratitude et suspicion partageaient le même espace, tirant l'air tendu comme un fil sur le point de se rompre. Marthe se ressaisit avec un souffle. Elle fit la seule chose qu'elle savait, ce que ses mains avaient toujours fait en temps de peur. Elle alla à la cuisine. Le son de ses petits pas résonna contre les lourdes bottes derrière elle. Elle sortit une marmite du placard, la remplit d'eau de la pompe, et la posa sur le poêle. Ses mains tremblaient, mais elles ne fléchirent pas. Du pain. Elle en avait cuit 2 miches le matin précédent, une habitude qui persistait longtemps après qu'elle eut cessé d'attendre des visiteurs. Elle les trancha avec une précision lente, son couteau glissant à travers la croûte. Du beurre, gardé frais par l'air hivernal, ramolli dans la chaleur de ses mains. Elle disposa ce qu'elle avait, simple et humble, et l'odeur se répandit dans la pièce comme un souvenir de temps plus doux. Un par un, les hommes regardèrent vers la cuisine. Ils bougèrent sur leurs sièges, leurs expressions endurcies s'adoucissant juste légèrement alors que le parfum les atteignait. La fame surmonta la suspicion. Marthe versa du potage fumant dans des bols ébréchés, le bouillon mince mais chaud, et les porta dans la pièce. Les hommes les acceptèrent avec des mains qui tremblaient, non de colère, mais de froid et de besoin. Un que Dieu vous bénisse murmuré s'éleva d'un coin. Un merci, madame discret d'un autre. De la gratitude, maladroite et retenue, mais réelle. Pourtant certains restaient silencieux, leurs yeux vigilants, leur posture raide. Ils acceptaient sa bonté comme s'il s'agissait d'une transaction plutôt que d'un don, comme si la confiance ne pouvait être achetée avec du pain et du potage seul. Marthe le remarqua, mais elle ne jugea pas. Elle avait appris il y a longtemps que les apparences racontaient rarement toute l'histoire. Ses pensées dérivèrent en arrière au-delà de la tempête, au-delà des étrangers vers un autre temps. Henri, elle le vit en uniforme, se tenant droit, dans des photographies maintenant jaunies par l'âge. Son mari avait été soldat avant d'être son compagnon. Il avait connu la guerre, l'épreuve, le bord de la survie. Il lui avait dit une fois, ses yeux distants, que les visages les plus féroces cachaient souvent les âmes les plus gentilles, qu'un homme qui ressemblait à un ennemi pourrait un jour vous sauver la vie. C'était ce souvenir qui stabilisait ses mains maintenant. Alors qu'elle passait d'homme en homme, offrant le peu qu'elle avait, elle se rappelait les leçons tranquilles d'Henri. Ne laisse pas la peur t'aveugler. Ne confonds pas rudesse avec cruauté. N'oublie pas que chaque étranger porte une histoire que tu ne connais pas. La ferme, autrefois creuse de silence, bourdonnait maintenant de vie, précaire, fragile, mais vivante. La tempête dehors rugissait, mais entre ces murs une autre tempête se préparait, une de suspicion équilibrée contre la gratitude, une peur tempérée par la pitié. La nuit s'étira, la tempête dehors griffant les murs comme déterminée à rappeler à tous dans cette maison que l'hiver était impitoyable. À l'intérieur, le feu craquait et sifflait, crachant des étincelles contre l'âtre de pierre. Sa lueur peignait des visages également partagés entre lassitude et méfiance. La pièce était bondée maintenant avec des vestes de cuir drapées sur les chaises, des bottes alignées en une rangée qui salissait son plancher de bois, et le lourd silence d'homme qui avait appris à ne pas faire confiance à la bonté des étrangers. Mais lentement, presque à contre-cœur, ce silence commença à se fracturer. Un des plus jeunes motards, son visage tiré et pâle, laissa échapper l'histoire de leur nuit. Leur convoi avait été fort quand ils étaient partis. Un mur de moteurs déchirant l'autoroute, mais la tempête les avait dispersés. Certains avaient fait demi-tour. D'autres avaient été engloutis par le froid au loin. Ces vins avaient continué jusqu'à ce que la route elle-même semble disparaître sous la neige, et le désespoir les conduisit à la faible lumière brillant dans la fenêtre de Marthe. Marthe écouta attentivement, ses mains serrées étroitement sur ses genoux. Elle vit au-delà de la bravade du cuir et des chaînes. Elle vit des hommes dont les épaules portaient des fardeaux plus lourds que la tempête. Un bougea sur sa chaise, et elle aperçut des ecchymoses qui serpentaient sur son bras, violets délavés contre peau pâle. Un autre grimaça en se penchant en avant, l'épuisement peint dans les rides sous ses yeux. Ce n'étaient pas des hommes épargnés par la lutte. Ils étaient sculptés par elle. Un instant, son esprit dériva en arrière vers les années où son mari portait son uniforme militaire. Épaules carrées,
yeux assombris par des choses qu'il ne partagea jamais pleinement. Il avait l'habitude de lui dire que la vie sur la route ou sur le terrain dépouillait les hommes, que c'était dans l'épreuve qu'on voyait leur vérité, pas dans leur apparence, mais dans la façon dont ils portaient le poids posé sur eux. Marthe se rappelait ces mots maintenant, voyant au-delà des extérieurs rudes devant elle. De l'autre côté de la pièce, le chef était assis à l'écart, son dos droit, sa présence imposante sans un mot. Ses yeux étaient vifs, vigilants, captant chaque mouvement, chaque scintillement d'expression. Marthe se retrouva à croiser son regard plus d'une fois. Et bien que son visage ne trahisse presque rien, il y avait quelque chose là, quelque chose qui s'adoucit très légèrement quand elle offrit une autre tranche de pain, ou quand sa main tremblante posa une tasse fraîche de bouillon fumant devant un de ses hommes. Plus tard, quand le feu avait brûlé plus bas et que les ombres s'étaient allongées, Marthe se retrouva dans la cuisine, remplissant à nouveau une marmite d'eau. Le chef l'avait suivi, ses lourdes bottes atterrissant doucement sur les vieilles planches de bois. Il dit peu, mais quand il le fit, sa voix était plus basse qu'elle ne s'y attendait, teintée non de menace, mais du calme d'un homme habitué au commandement. Il la remercia, non par de grands mots, mais dans la brève sincérité de quelqu'un qui n'offrait pas la gratitude à la légère. Pour la première fois depuis l'ouverture de sa porte, Marthe sentit la faible trace de respect passer entre eux. Pourtant tous les regards dans cette maison n'étaient pas adoucis. Au bord de la lumière du feu, des chuchotements s'enroulaient entre certains des hommes. Leurs voix étouffées mais pas entièrement perdues, teintées de suspicion, des questions s'élevaient. Qui était cette femme pour leur ouvrir sa maison si librement? Que voulait-elle en retour? La bonté pouvait-elle être digne de confiance dans un monde où la trahison était monnaie courante? La tempête rugissait plus fort dehors, mais c'était la tempête intérieure, la mince fracture de doute parmi les motards qui semblait refroidir Marthe le plus. Elle se tenait au seuil de sa propre cuisine, sentant leurs yeux dans son dos, et pendant un instant fugace, elle se demanda si elle avait accueilli la sécurité dans sa maison, ou quelque chose de bien plus dangereux. Le feu s'était installé dans une lueur régulière, le genre de feu qui ne crie pas ni ne flamboie, mais respire lent et régulier comme le battement de cœur de la pièce. Sa lumière atteignait les coins, adoucissant les ombres qui avaient autrefois pesé si lourdement sur le salon de Marthe. La fumée s'enroulait paresseusement vers la cheminée, portant avec elle le parfum de chêne carbonisé et d'humidité séchant près de l'âtre. L'air était épais de chaleur maintenant, mais ce n'était pas seulement le feu qui repoussait le froid. C'était autre chose, quelque chose d'invisible qui avait commencé à remuer entre les étrangers rassemblés là. Marthe était assise au plus près de l'âtre, comme pour s'ancrer à la lumière. Ses mains, usées et fragiles, reposaient serrées étroitement sur ses genoux. Elle pouvait tout entendre. Le raclement des bottes alors que les hommes bougeaient sur leurs chaises. Le grondement bas de voix échangeant des mots mi-chuchotés. Le craquement des poutres de bois qui avaient tenu sa maison ensemble plus longtemps qu'elle n'avait été seule. Chaque son portait un poids, mais aucun ne pesait sur sa poitrine autant que le silence qu'elle avait porté pendant des années. Et puis, sans vraiment l'avoir voulu, elle le brisa. Sa voix glissa dans la pièce comme un fil de fumée. Mince d'abord, incertaine, mais impossible à ignorer. Elle leur parla de son mari, non seulement qu'il était parti, mais qu'il avait été avant que le monde ne prenne son tribut. Elle parla de comment son rire roulait autrefois à travers ses pièces, comment sa présence avait rempli la maison si complètement que même les murs semblaient bourdonner de vie. Et puis elle leur parla de la guerre, des nuits où elle avait attendu des lettres, des matins où le courrier arrivait et son cœur se serrait quand aucune ne portait son écriture. Elle leur parla du jour où il revint. Pas l'homme qu'elle avait embrassé pour lui dire au revoir, mais une âme plus silencieuse, plus lourde. Une dont les yeux portaient des batailles que personne ne pouvait voir. Ces mots tissèrent à travers la lumière du feu, tremblants mais stables, portant avec eux non seulement le chagrin, mais des années de silence se brisant. Elle avoua la douleur de se réveiller dans un lit vide, de marcher à travers des pièces qui autrefois résonnaient de pas, et maintenant seulement avec les siens. Elle parla de dîners pris seuls, de vacances passées à fixer une chaise qui ne serait plus jamais remplie. Elle leur dit comment le soutien de son mari aurait aidé à la sauver des dettes et de la ferme délabrée dans laquelle elle vivait maintenant. Sa solitude et beaucoup de choses que les veuves traversent. Et quand elle admit qu'elle parlait parfois à voix haute au mur juste pour entendre une voix autre que la sienne, sa voix chancela. Mais elle ne s'arrêta pas. La pièce changea avec son honnêteté. Des hommes qui étaient entrés dans sa maison avec des mâchoires dures et des yeux gardés étaient maintenant assis figés, écoutant. Elle reposa ses coudes sur ses genoux, fixant le feu comme si ses flammes rejouaient ses propres souvenirs. Un autre se pencha en arrière, bras croisés serrés contre sa poitrine, bien que son visage trahisse la lutte d'un homme essayant de ne pas laisser l'émotion monter trop librement. Un plus jeune, dont les tatouages grimpaient dans son cou comme du lierre, se frotta les yeux rudement, prétendant que c'était la fumée qui piquait. Le chef resta immobile, mais son regard était fixé sur Marthe. Des heures plus tôt, ses yeux avaient été vifs et évaluateurs, prêts à mesurer la menace dans chaque ombre. Mais maintenant ils s'adoucirent, non de pitié, mais de reconnaissance. Lui aussi semblait savoir ce que c'était que de perdre, ce que c'était que de porter un silence qui criait plus fort que n'importe quel bruit.
Puis vinrent les voix des hommes, pas fortes, pas vantardes, mais basses et brutes. Chaque mot tiré comme une pierre de l'eau profonde. Un parla d'un frère qu'il avait perdu outre-mer, sa voix se brisant alors qu'il décrivait la chaise vide à la table de sa mère. Un autre admit qu'il n'avait jamais cessé d'entendre l'écho des coups de feu, même dans le sommeil. Un troisième raconta des nuits sur la route, quand le silence devenait si lourd qu'il ressemblait à un cercueil pesant sur sa poitrine, le laissant halter pour de l'air. Toutes leurs cicatrices n'avaient pas été gagnées en uniforme, mais tout était réel. Ils parlèrent de familles brisées, d'amis enterrés trop jeunes, de frères qui s'étaient tournés vers la route non par rébellion mais pour refuge. Sous les tatouages et le cuir, sous le rugissement de leur moteur et l'armure de réputation, ils étaient des hommes marqués par le même chagrin qui s'était gravé dans la vie de Marthe. Vétérans de guerre, survivants de pertes, âmes cousues ensemble par la douleur et la loyauté en parts égales. Le feu devint leur témoin. Sa chaleur délia des vérités que le monde extérieur n'entendrait jamais d'eux. Dans ce salon, des mots qui avaient été enterrés sous des années de dureté et de silence refaisaient enfin surface, fragiles mais indéniables. Marthe écouta, et avec chaque histoire, quelque chose en elle changea. La solitude qui avait pesé sur elle pendant 15 longues années ne disparut pas, mais elle commença à s'atténuer. C'était comme si chaque homme autour de ce feu avait tendu la main et pris un petit morceau de son fardeau, le portant avec leur propre charge. Pour la première fois en plus d'une décennie, Marthe sentit qu'elle n'était pas seule. Les murs de sa maison, autrefois suffocants dans leur vide, semblaient maintenant contenir quelque chose de nouveau, des voix, des histoires, et un étrange mais indéniable lien. Un sentiment d'appartenance, fragile mais réel, était revenu. Elle leva les yeux vers le manteau de cheminée où la photographie de son mari se tenait dans son cadre de bois. La lumière du feu attrapa le verre, faisant paraître son visage vivant dans son scintillement. Pendant des années, cette image avait été une blessure, un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Mais ce soir, elle semblait différente. Ce soir, elle ne ressentait pas la piqûre de l'absence. Elle ressentait la présence comme s'il était là dans la pièce, hochant la tête avec une approbation tranquille devant la compagnie qu'elle avait choisi de garder. Le feu crépita plus fort. Et pendant un moment, la tempête dehors sembla s'effacer sous le poids de ce qui se déroulait à l'intérieur. Chaque heure semblait se fondre dans la suivante, jusqu'à ce que la nuit elle-même semble sans fin. La ferme n'était plus un lieu d'abri temporaire. Elle était devenue une chambre scellée, un vaisseau portant ses passagers involontaires à travers la tempête. Chaque âme à l'intérieur laissée à affronter quelles que soient les vérités que l'obscurité pourrait réveiller. Marthe était assise près de l'âtre, la photographie de son mari captant le scintillement des flammes. Elle l'avait placée là plus tôt, presque sans y penser, mais maintenant elle semblait présider le rassemblement, le visage d'un homme parti depuis longtemps, portant un témoignage silencieux. Son regard s'attarda sur lui, ses lèvres s'écartant dans un souffle qui tremblait entre prière et mémoire. Autour d'elle, les motards étaient devenus plus silencieux après leur confession précédente. La tempête et le feu faisant la plupart de la conversation. Des bottes tapotaient distraitement. Une veste de cuir grinça alors qu'un homme bougeait et la vieille horloge sur le manteau marquait le temps avec des tics obstinés. Puis, tranchant à travers cette fragile paix vint une toux. Ce n'était pas un simple éclaircissement de gorge. C'était vif, déchiqueté, arraché du fond de la poitrine. Le son fit claquer les têtes. Une seconde tout suivit, encore plus rude, et un jeune homme s'affaissa vers l'avant, ses épaules voûtées comme si l'air lui-même le trahissait. Son souffle arriva rapide, inégal, sifflant comme le vent à travers des roseaux brisés. Il essaya de repousser l'inquiétude, marmonnant entre halètements qu'il allait bien, mais son corps chancela, et il glissa presque de sa chaise. La panique envahit la pièce comme une flamme soudaine. Des bottes raclèrent le plancher de bois. Des chaises gémirent. Des voix se bousculèrent les unes sur les autres. Ordres tranchants, questions effrayées. L'odeur de cuir, de sueur, et de fumée se mêla dans le chaos soudain. Mais au centre de tout cela, Marthe bougeait déjà. Sa petite silhouette, voûtée, enveloppée dans un châle qui avait connu de meilleures années, se leva avec une rapidité surprenante. Elle réclama de l'espace, sa voix portant non le tremblement de l'âge, mais la fermeté du commandement. Les hommes, rudes et aux larges épaules, reculèrent sans protester, surpris au silence par l'autorité dans son ton. Elle s'agenouilla près du jeune homme. Ses mains, striées de veines, et d'années, ne tremblaient plus. Elle se souvenait c'étaient des mains qui avaient bandé des blessures, bercé des fièvres, et stabilisé des hommes brisés par des batailles dont ils ne parlaient pas. C'étaient les mains d'une femme qui avait vécu à travers la maladie, à travers la guerre, à travers la perte, et avait gardé les autres en vie au milieu de tout cela. Ses doigts pressèrent légèrement contre son poignet, comptant les battements précipités. Elle étudia la montée et la descente de sa poitrine, posa sa paume contre son front, et sentit la chaleur là. Avec des mouvements pratiqués il y a longtemps, elle tendit la main vers une bassine, versa de l'eau avec un contrôle régulier, et déchira une bande d'un vieux drap qu'elle avait gardé plié dans une malle. Elle pressa le tissu frais contre sa peau brûlante. La pièce retint son souffle. « Des couvertures » dit-elle,
Non comme une demande, mais un commandement. Un homme les rapporta instantanément. Plus d'espace, ajouta-t-elle, et le cercle s'élargit. Silence. Ses yeux se tournèrent vers les plus bruyants, et même les plus agités tombèrent dans le silence. Du coin, un motard marmonna, son incrédulité teintée d'admiration. Elle sait ce qu'elle fait. Un autre chuchota en retour, presque avec révérence, comme si elle avait déjà fait cela. Le chef ne dit rien, mais son regard sombre suivit chacun de ses mouvements, et pour la première fois cette nuit, son expression s'adoucit, juste légèrement, presque imperceptiblement. Des minutes s'étirèrent en ce qui sembla être une heure. La tempête dehors griffait les murs, mais à l'intérieur, la ferme était enfermée dans sa propre bataille. Souffle contre souffle, vie contre silence. La toux du jeune homme s'apaisa petit à petit, bien que son corps tremblât d'épuisement. Marthe le soutint avec des oreillers, versa de l'eau contre ses lèvres et posa sa main doucement contre sa joue. Le geste n'était pas clinique. Il était tendre, presque maternel. Et dans cet instant, chaque homme dans la pièce la vit différemment. Ils étaient venus du froid pour trouver potage et feu, se pensant les forts, les survivants, la fraternité qui pliait le monde à leur volonté. Pourtant ici devant leurs yeux était une veuve dont la force les surpassait tous, non en muscles ou en puissance, mais en connaissance, en stabilité, en amour, sans peur de l'épreuve. Elle avait transformé le chaos en calme, la peur en ordre, simplement en étant ce qu'elle était, incassable. Le respect dans la pièce était tacite, mais indéniable. Des épaules qui avaient été tendues de suspicion s'affaissèrent maintenant de soulagement. Des mâchoires autrefois serrées dans la méfiance se détendirent. Et pour la première fois cette nuit, un faible sourire toucha le visage du chef. Il était petit, fugace, mais il portait un poids. Ses hommes le virent, et cela seul changea l'air plus que n'importe quel mot n'aurait pu. Pourtant, sous la chaleur de cette fragile paix, des questions persistaient. Ces hommes, marqués, endurcis, liés les uns aux autres, n'étaient pas simplement des vagabonds de la route. Il y avait une histoire dans leur silence, une douleur dans la façon dont leurs yeux fuyaient, mais ne parlaient pas. Marthe pouvait le sentir comme elle avait autrefois senti les vérités non dites dans le silence de son mari après de longues nuits de guerre. Il y avait des histoires enterrées sous le cuir et l'acier. Des histoires que le feu n'avait pas encore fait sortir. La tempête rugit plus fort dehors, faisant trembler les volets comme pour exiger d'être laissés entrer. Mais entre ces quatre murs, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus des étrangers pris dans une tempête. Ils étaient participants dans une communion forcée. Des âmes qui avaient partagé la peur, la confiance et la mince ligne entre la vie et la mort. Le feu brûlait régulier comme son battement de cœur. Et alors que Marthe se rassit, la photographie de son mari scintillant à ses côtés, elle savait que la nuit était loin d'être terminée. La tempête avait finalement épuisé sa force, là où des heures auparavant le vent avait hurlé et griffé la maison comme une chose vivante, maintenant il n'y avait que le silence, brisé seulement par l'occasionnel doux gémissement de glace glissant du toit. La neige reposait épaisse et intacte à travers les champs, éblouissante dans la pâle lumière de l'aube. C'était le genre de matin qui semblait paisible, même sacré, bien que Marthe sût bien à quel point un tel calme pouvait être trompeur. À l'intérieur la ferme portait encore la chaleur de la nuit précédente, le feu avait diminué en braise rougeoyante, pourtant sa chaleur persistait, tissant avec le faible parfum de bouillon et de cendre. Marthe se leva lentement, ses articulations raides d'une nuit sans sommeil, mais sa résolution stable. Elle se dirigea vers la cuisine, ses pas petits mais résolus, et commença son rituel matinal. Elle cassa les derniers de ses œufs dans une poêle, trancha ce qui restait de son pain, et réchauffa du lait sur le poêle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Pour elle, l'acte de nourrir était sacré. Derrière elle, les motards s'agitèrent. Des bottes cognèrent sur le plancher, des voix murmurèrent bas, des chaises raclèrent doucement alors que les hommes se réveillaient d'un repos inquiet. Mais disparue était la tension vive des étrangers. Leurs mouvements portaient maintenant une lourdeur, presque une humilité. Ce n'étaient pas des maraudeurs se préparant à rouler. C'étaient des invités, et ils semblaient le savoir. Quand Marthe les appela à la table, ils ne se précipitèrent pas en avant comme des hommes affamés pourraient le faire. Au lieu de cela, ils se levèrent lentement, tombant dans une sorte de ligne. 20 hommes en cuir usé se déplaçant avec une discipline tranquille. Un par un ils s'approchèrent d'elle, non comme s'ils avaient droit au repas, mais comme s'ils comprenaient que c'était un don. « Merci » murmura un, sa voix. Un autre inclina légèrement la tête, presque en révérence. « Madame » dit-il avec une douceur qui ne correspondait pas au tatouage qui grimpait dans son cou. Chacun offrit des mots, peu mais sincères. Et chaque fois Marthe hocha seulement la tête, comme si les remerciements n'appartenaient pas à elle, mais à quelque chose de plus grand. Elle plaça de la nourriture devant eux, stabilisant ses mains contre le tremblement de l'âge, et en retour elle reçut non de la suspicion ou de la menace, mais du respect. Un instant elle se permit de croire que c'était fini, que la nuit d'étrange compagnie s'était terminée avec rien de plus que cela, un feu partagé,
un repas, et une trêve fragile. Bientôt il partirait en moto, la laissant à nouveau seule avec la photographie de son mari et son silence. La pensée lui apporta un soulagement doux amer. Elle ne craignait pas leur départ. Pourtant de façon inattendue, elle ne l'accueillait pas autant qu'elle aurait pu le faire autrefois. Les hommes mangèrent tranquillement. Leurs yeux ne fuyaient plus avec suspicion. Leurs épaules autrefois carrées pour la bataille portaient maintenant quelque chose de plus doux. De la gratitude peut-être ou le calme qui vient après qu'une tempête est testée et épargnée. Et Marthe les regardant pensa aux mots de son mari aide toujours le voyageur même s'il ressemble à un ennemi. Elle réalisa qu'elle avait vécu ce credo et il ne l'avait pas déçue. Mais juste alors que son cœur commençait à se poser dans le confort de la clôture, elle sentit quelque chose remuer. Pas dehors, pas encore. C'était au sein des hommes eux-mêmes. Une attention qu'elle ne pouvait nommer. Leurs regards étaient moins nombreux, mais quand ils venaient, ils s'attardaient à la fenêtre comme écoutant quelque chose au-delà des murs de la ferme. Leur silence n'était pas le silence de satisfaction, mais d'attente. Marthe le remarqua, bien qu'elle se dît que c'était seulement son imagination. Elle posa une autre assiette, essuya ses mains sur son tablier et essaya de rejeter le malaise. Après tout, la tempête était partie. Le soleil se levait. Sûrement le pire était passé. Et pourtant sous l'immobilité de la neige et le crépitement du feu, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait encore entendre, mais que les hommes à leur façon semblaient sentir. C'était comme si la nuit ne s'était pas terminée, seulement mise en pause, retenant son souffle pour ce qui était encore à venir. L'air du matin était cassant et vif, chaque respiration soufflant blanc contre le bleu du ciel qui s'éclaircissait. La neige scintillait à travers les champs comme du verre brisé, intact et immobile. À l'intérieur de la ferme, Marthe débarrassa la table lentement, empilant les assiettes, essuyant les miettes avec le coin de son tablier. Elle pouvait presque croire que cela avait été un rêve. 20 motards blottis autour de son feu. 20 hommes endurcis la remerciant pour pain et bouillon. Mais alors cela arriva. D'abord, ce n'était qu'une vibration sous les pieds, si faible qu'elle pensa au frémissement de ses vieux os. Les plats tremblèrent sur le comptoir. La lampe à pétrole oscilla. Sun front assez plassa. Et puis de par-delà les collines, le son monta bas, stable, implacable. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas la tempête. C'était un tonnerre plus profond que la nature elle-même. Des moteurs. Des centaines d'entre eux. Martha assez figia. Sa main pressée contre le cadre de la fenêtre. Le son enfla, se multiplia, jusqu'à ce qu'il semble que la terre elle-même soit vivante et chargeant vers elle. Les motards à l'intérieur se raidirent, leurs têtes claquant vers le son. Un instant, personne ne bougea. Les planches du plancher tremblèrent. Les verres sur son étagère tintèrent les uns contre les autres comme des cloches nerveuses. Et puis, franchissant l'élévation au-delà du champ, ils apparurent. Une rivière de chrome et d'acier, la lumière du soleil attrapant les réservoirs polis, les guidons clignotant comme des lames. 200 moteurs rugissant à l'unisson descendant sur la route étroite qui menait droit à sa maison. Le souffle de Marthe se coinça dans sa poitrine. La vue était presque irréelle. Une armée sur roues, des silhouettes vêtues de cuir se penchant dans le vent, le tonnerre de leur arrivée roulant à travers la vallée. C'était la puissance brute et absolue. Une tempête faite d'hommes et de machines. Ses genoux faiblirent. Un battement de cœur, elle pensa que c'était la fin, que la bonté l'avait trahi, que la pitié avait invité le destin sur son seuil. Elle recula de la fenêtre, une main tremblante se levant vers ses lèvres. Mill et les Angels, ils ne passaient pas. Ils venaient ici. Le sol trembla alors que les motos de tête viraient dans son allée. La neige jaillit sous leurs pneus. La boue se souleva sous le poids de leurs machines. Ils ne s'arrêtèrent pas au bord de sa propriété. Ils se déversèrent, encerclant la ferme, moteur grondant, chrome clignotant dans la pâle lumière. Le son secoua sa poitrine, pressa contre son crâne, menaça de l'engloutir entière. Sa rue tranquille, autrefois oubliée, rugissait maintenant comme un colisée. Des rideaux tressaillirent dans les maisons voisines. Des visages apparurent brièvement aux fenêtres, aux yeux écarquillés et pâles. Des enfants furent tirés hors de vue. Des portes claquèrent. Des verrous tournèrent. Le quartier retint son souffle, saisi par le genre de peur qui se propage plus vite que le feu. Marthe se tenait figée, encadrée dans l'embrasure de sa maison, une silhouette solitaire contre une armée. Les hommes qui avaient partagé son feu la nuit précédente se levèrent. Ils ne se précipitèrent pas, ne paniquèrent pas. Ils se levèrent, lourdes bottes résonnant contre ces planchers de bois, et marchèrent régulièrement dans la lumière du matin. Leurs vestes attrapèrent le soleil, des patchs scintillants, couleurs audacieuses contre la neige. Marthe agrippa le cadre de la porte alors qu'ils sortaient, 20 contre 200. Elle craignait pour eux, craignait pour elle-même, craignait pour le lien fragile qui avait fleuri dans sa maison. Le cercle de moteurs se resserra autour de la ferme, un mur d'acier et de cuir. Le rugissement était assourdissant, secouant les fenêtres, noyant la pensée. Et puis, au milieu de ce chaos, les 20 hommes formèrent une ligne devant son porche.
Il se tenait grand, épaules carrées, visage solennel, ne se recroquevillant pas, ne reculant pas, se tenant, leur présence était défi et loyauté, et quelque chose que Marthe ne pouvait encore nommer. De son embrasure, elle regardait, cœur battant, le monde tremblant de bruit. Et bien qu'elle ne pût encore comprendre ce que cela signifiait, une chose était certaine. L'aube n'avait pas apporté une fin. Elle avait apporté le début de quelque chose de bien plus grand. Marthe agrippe le cadre de la porte, ses doigts larges contre le bois, sa poitrine serrée de crainte. Les vibrations parcourent ses os, et pendant un instant fugace et perçant. Elle se demande si elle a fait une terrible erreur la nuit précédente, invitant 20 étrangers vêtus de cuir dans sa maison sans hésitation. Sa bonté, autrefois si certaine, semble maintenant comme une porte vers le danger. Ses voisins se rassemblent dans les ombres, trop craintifs pour sortir complètement dehors. Pour eux, la vue est apocalyptique. Une armée de cuir noir et de chrome, se déversant sur la route étroite comme un raz-de-marée d'acier. Des enfants sont arrachés des fenêtres. Des portes claquent et se verrouillent dans un rythme frénétique, et des chuchotements traversent le silence des maisons, tous portant le même avertissement tranchant. La veuve a apporté le trouble à notre village. Et pourtant, au milieu de ce chaos, les 20 hommes que Marthe avait nourris quelques heures plus tôt avancent depuis son porche. Leurs bottes frappent la terre non avec arrogance, mais dans un défi tranquille. Ils se tiennent épaule contre épaule, dos droit, comme portant le poids d'un millier d'yeux vigilants. Ils ne se recroquevillent pas. Ils n'expliquent pas. Ils attendent simplement comme s'ils étaient prêts à affronter le jugement. Puis cela se produit. À l'avant même de cette vague colossale de moteurs, un homme lève sa main. C'est un geste si petit, presque imperceptible contre la forêt de guidons et d'acier. Mais en un instant, les 1000 moteurs obéissent. Le tonnerre meurt, coupé court en parfait unisson, laissant derrière un silence si absolu qu'il semble contre nature. Les oiseaux n'osent pas chanter. Même le vent semble se mettre en pause comme pris entre peur et révérence. Marthe sent son souffle se coincer dans sa gorge. Son cœur battant la chamade il y a quelques instants bat maintenant avec un rythme plus lourd. Elle fixe l'homme qui commande un tel pouvoir d'un seul geste. Ses épaules sont larges, sa présence indéniable. Mais ce sont ses yeux qui la retiennent immobile, stable, inébranlable, portant non la menace, mais quelque chose qu'elle ne peut encore nommer. Presque doux. Quand il parle, il n'a pas besoin de crier. Sa voix, profonde et délibérée, roule à travers la foule comme portée sur le silence lui-même. Ces hommes roulent pour moi. Les mots pendant lords, indeniables. Puis il se tourne, son regard fixé sur Marthe seule. Et la nuit dernière, vous avez sauvé leur vie. Le poids de cela s'écrase sur elle comme une vague. Sauver leur vie. Elle cherche sur son visage la signification, le contexte, mais ne trouve pas d'énigme, seulement la vérité gravée dans chaque syllabe. Elle avait ouvert sa maison, sa cuisine, son cœur à des hommes qu'elle pensait oublier. Mais maintenant elle voit qu'il y avait plus en jeu que la faim ou le froid. Avant qu'elle puisse former un mot, un bruissement traverse la mer de motards. Un par un, les casques sont levés et retirés. Le mouvement se propage le long de la ligne. Des centaines sur des centaines jusqu'à ce que la rue entière soit vivante de visages révélés. Des visages marqués par la route. Des cicatrices sculptées par le temps et des batailles depuis longtemps passées. Des sourires faibles mais sincères, des yeux vifs mais adoucis par le respect. Pas des étrangers, pas des envahisseurs. Et puis, comme guidés par une seule volonté, 1000 hommes inclinent la tête. Le geste n'est pas bruyant, pas grandiose, mais le pouvoir de celui-ci manque presque de faire fléchir Marthe là où elle se tient. La rue se penche vers elle, un océan de révérence coulant dans sa cour. Ses genoux faiblissent. La peur qui il y a quelques instants agrippait sa poitrine se dissout, remplacée par quelque chose de si peu familier qu'elle sait à peine comment l'appeler. Toute humilité, une reconnaissance que le moment devant elle est plus grand que n'importe lequel qu'elle ait jamais vécu. Tout du long elle avait cru qu'elle nourrissait des vagabonds dans le froid, montrant pitié à des hommes depuis longtemps abandonnés par le monde. Mais ici, entourée par leur silence, par leur déférence, par la vérité cachée dans les mots du chef, Marthe comprend à quel point elle avait tort. Elle ne nourrissait jamais des étrangers. Elle avait nourri une famille, bien qu'elle ne l'ait jamais su. Le moment s'étire et tient comme si le temps lui-même avait choisi de ne pas bouger. Des voisins qui autrefois chuchotaient derrière leurs rideaux se tiennent maintenant figés, leur peur remplacée par l'incrédulité. La rue, autrefois tremblant sous le rugissement de 1000 moteurs, tremble maintenant avec quelque chose d'autre entièrement. Le poids de la vérité, le fardeau de la révélation. Et pour Marthe, ce silence, 1000 hommes se tenant inclinés devant elle, parle plus fort que le tonnerre n'aurait jamais pu. Le silence tenait encore l'air, un silence lourd non de peur, mais de révérence. 1000 hommes se tenaient immobiles, leurs têtes inclinées vers la pauvre veuve qui les avait accueillis. Les mains de Marthe tremblaient contre le cadre de la porte, son souffle peu profond, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait pensé que la nuit précédente était un simple acte de pitié, le genre que toute femme de conscience pourrait offrir.
Mais le poids de ce qui se tenait devant elle racontait une histoire différente. Le chef avança, ses bottes craquant doucement sur le sol gelé. Dans ses yeux il n'y avait pas de menace, pas de demande, seulement le poids de gratitude porté par une fraternité qui avait vécu trop longtemps avec des cœurs endurcis. Il regarda Marthe, frêle dans son embrasure, son châle serré autour de ses épaules, et il fit un lent hochement de tête, sa voix basse mais portant comme un vœu. « Il y a des années, dit-il, quand votre mari était encore vivant, une tempête a conduit un des nôtres à cette même porte. Il avait froid, était vide, et oublié. Vous lui avez donné de la nourriture, une couverture, un endroit pour respirer. Vous n'avez jamais demandé son nom. » Le front de Martha, assit Sarah. Elle fouilla les coins de sa mémoire, mais le moment glissa à travers elle comme de la fumée. Les yeux du chef s'attardèrent sur elle, stables. Cet homme était celui qui toussa toute la nuit. Celui dont vous avez pris soin à nouveau quand personne d'autre ne savait comment. Ses lèvres s'écartèrent, un souffle se coinçant dans sa poitrine. Le souvenir jaillit, une silhouette grelottante à sa table il y a longtemps, le même visage pâle et brûlant de fièvre la nuit précédente. Elle l'avait oublié, mais lui l'avait porté avec lui toutes ces années. La voix du chef devint plus lourde. Votre bonté n'a jamais été remboursée. La nuit dernière, vous l'avez sauvé à nouveau, et cette fois sa main se leva, et les hommes remuèrent, nous ne partirons pas en vous devant quelque chose. Le premier camion apparut avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Son moteur gronda différemment des motos, plus bas, plus lourd, et dans sa benne étaient empilés des paquets enveloppés dans des bâches. Derrière lui vint un autre, puis un autre, jusqu'à ce que la rue tranquille se remplisse de véhicules qu'elle n'avait pas vus arriver. Les voisins tendirent le cou depuis les fenêtres, incertains s'il assistait à un siège ou à un miracle. Le chef leva à nouveau sa main, et les hommes commencèrent à bouger, non imprudemment, non comme des envahisseurs, mais avec un but tranquille. Certains se détachèrent vers le porche de Marthe, portant de lourdes enveloppes qui gonflaient de papier. D'autres s'avancèrent vers sa grange affaissée, leurs mains brossant le long du bois déformé comme évaluant les dommages que seuls eux pouvaient voir. Quelques-uns disparurent autour du côté de sa maison où le toit avait depuis longtemps perdu ses tuiles. Marthe serra son châle plus fort, sa voix se coinçant dans sa gorge. « Quoi? Que faites-vous » demanda-t-elle à peine au-dessus d'un murmure. Le regard du chef s'adoucit. « Rembourser une dette » dit-il simplement. Et avec ces mots, le poids de ce qui se déroulait commença à se poser sur ses épaules. À l'intérieur des enveloppes étaient des reçus bancaires tamponnés et signés. C'est effacé. Impôt foncier annulé. Chaque avis, chaque rappel qui avait hanté sa table de cuisine avait été levé comme par une main invisible. Elle ouvrit une enveloppe, puis une autre. Ses doigts tremblants effleurant les mots qu'elle pouvait à peine croire réels. Payé intégralement, tamponné en rouge gras à travers des documents qu'elle avait portés comme des chaînes pendant des années. Des larmes remplirent ses yeux, se déversant sur les papiers. Si longtemps, elle avait vécu à une lettre de tout perdre. Sa terre, sa maison, les derniers morceaux de la vie de son mari. Et maintenant, d'un coup de bonté, le fardeau était parti. Mais les anges n'avaient pas fini. Des marteaux résonnèrent contre le bois. Le grincemento shells brisa à l'air du matin. Des hommes grouillèrent sur le toit, arrachant les tuiles pourries et posant de nouvelles planches avec la précision d'artisans. D'autres se mirent au travail sur la grange, renforçant les poutres, colmatant les trous où le vent avait hurlé pendant des décennies. Un homme, ses bras tatoués d'ailes, porta des seaux de peinture et des pinceaux, s'y flamba alors qu'il les posait à son seuil. La vue laissa les voisins sans voix là où autrefois ils n'avaient vu que menaces et vestes de cuir. Ils regardaient maintenant une armée reconstruire, restaurer, renouveler. Même les enfants pressaient leur visage contre le verre givré, yeux écarquillés devant la transformation. Marthe se tenait figée alors que la scène se déroulait. Elle avait ouvert sa porte pour de la chaleur, offert potage et pain. Maintenant des hommes qu'elle avait autrefois craints remplaçaient des fenêtres brisées, empilaient du bois de chauffage proprement contre son mur, remplissaient son garde-manger de sacs de farine, de sucre et de haricots. Certains avaient même conduit une paire de chevaux depuis les bennes des camions, des créatures robustes qui piétinaient leurs sabots contre la terre gelée avant d'être guidées dans son écurie. Partout où elle regardait, des mains qui autrefois agrippaient manettes et chaînes maniaient maintenant des outils avec une révérence tranquille. Ils ne réparaient pas simplement une maison. Ils redonnaient une vie. Les larmes de Marthe brouillèrent sa vision. Mais à travers elle, elle le vit clairement. La peinture craquelée de ses murs restaurée au blanc. Les clôtures brisées réparées droites. La maison qui avait semblé comme un tombeau redevenait lentement un sanctuaire. C'était plus que de la charité. C'était une alliance écrite non à l'encre, mais en action. Ces hommes étaient venus non pour effrayer, non pour prendre, mais pour laisser derrière quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Sécurité, dignité et appartenance. Quand le soleil perça pleinement à travers les nuages, sa lumière tomba non sur la ferme délabrée d'une vieille veuve, mais sur un lieu renaissant, et dans l'immobilité de ce matin, Marthe sentit à nouveau la présence de son mari. Non dans le chagrin cette fois, mais dans la fierté. Pour la première fois en 15 années,
Elle ne craignait plus demain. On lui avait redonné plus que sa maison. On lui avait redonné sa vie. Vers le milieu de la matinée, le travail était terminé. Ce qui avait autrefois été une ferme marquée par les intempéries et oubliée se tenait maintenant fière contre le soleil d'hiver, son toit entier, ses clôtures droites, ses murs brillants de peinture fraîche. La fumée s'enroulait doucement depuis la cheminée, non comme un signal solitaire de la survie d'une femme, mais comme une bannière de vie restaurée. Marthe se tenait sur son porche, le châle glissant de ses épaules comme si elle n'avait plus besoin de sa protection. Elle regarda à travers la cour les hommes qui avaient fait de son fardeau le leur. Les outils furent posés, les pinceaux rincés, les échelles abaissées, et puis, comme guidés par un commandement tacite, 1000 motards se tournèrent vers leurs machines. Les moteurs grondèrent pour prendre vie, non avec menace, mais avec révérence. Le son roula à travers le village comme un hymne chanté en acier et feu. Un par un, les hommes se balancèrent sur leurs selles, le chrome attrapant la lumière du matin, le cuir grinçant alors qu'ils s'installaient. Ce n'était pas le chaos. C'était une chorégraphie. Une armée de routiers se déplaçant comme un seul. Les voisins se déversèrent de leur maison, ne se cachant plus derrière les rideaux. Ils bordèrent la rue, certains en admiration, certains avec les mains jointes à leur bouche dans l'incrédulité. Les enfants s'accrochèrent aux clôtures, leurs yeux écarquillés alors que le spectacle se déroulait. Une procession sans fin de moteurs attendant, non pour terrifier, mais pour honorer. Le chef s'approcha de Marthe une dernière fois. Il n'offrit pas de discours, pas de cérémonie, seulement un hochement de tête. Profond, délibéré, portant le poids de 1000 voix non prononcées. Elle le lui rendit avec un sourire tremblant, ses larmes scintillant au soleil. Puis, avec une lente levée de sa main, la procession commença. La première rangée de motos rampa vers l'avant, leur pilote levant des mains gantées en salut alors qu'ils passaient devant son Porsche. Derrière eux, une autre rangée suivit, et puis une autre. Le son enfla. Non le rugissement furieux du tonnerre, mais une marée roulante, stable et unifiée, un hommage vivant porté sur roue. Ils roulèrent devant sa maison en formation parfaite. Chaque homme lui donnant le même geste de respect. Certains avec un hochement de tête, d'autres avec 2 doigts levés de leur guidon, un salut réservé à ceux qui avaient gagné plus que des mots. Marthe se tenait grande, sa fragilité oubliée, sa silhouette encadrée contre les murs fraîchement peints de la maison qu'elle ne craignait plus de perdre. Les moteurs se lavèrent sur elle vague après vague jusqu'à ce que l'air lui-même semble trembler de révérence. Pour la première fois en 15 années, les voisins ne regardaient pas Marthe avec pitié. Ils ne voyaient pas une veuve solitaire piégée dans le silence. Ils voyaient une matriarche honorée par une armée. Son acte tranquille de bonté répondit avec une loyauté au-delà de toute mesure. Quand la dernière moto roula, la rue resta à nouveau vide, sauf pour les faibles échos de moteurs s'évanouissant à l'horizon. Le silence qu'ils laissèrent derrière n'était pas creux. Il était plein de mémoire, de promesses, de la connaissance que pour une nuit d'hiver, une veuve oubliée était devenue le cœur de 1000 hommes. Marthe ne se sentit plus jamais oubliée. Elle se sentit vue. Elle se sentit mémorisée. Elle se sentit vivante. Cette nuit-là, quand la maison devint finalement à nouveau silencieuse, Marthe s'assit près de sa fenêtre. Le clair de lune se déversa à travers la neige, et pour la première fois en année, elle n'avait pas peur du silence. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule, pas dans son chagrin, pas dans sa lutte, pas dans son monde. Quelque part là-bas, 1000 moteurs battaient comme des tambours lointains, portant avec eux le souvenir de son Porsche, de sa chaleur, de ses crêpes. Sur la petite table de bois près de sa chaise reposait un seul gant de cuir. Le chef l'avait laissé là sans un mot, le posant doucement sur sa balustrade avant qu'il ne monte sur sa moto. Elle ne connaissait pas son nom, et il n'avait pas demandé le sien. Mais ce gant était plus qu'un symbole. C'était une alliance. Elle ferma sa main dessus et murmura une prière qu'elle n'avait pas osé prononcer depuis des années. Non pour elle-même, mais pour les hommes qui lui avaient rappelé que la bonté, une fois donnée, trouve toujours son chemin vers la maison. Dehors, le vent agita la neige. La rue restait immobile, mais dans son cœur, Marthe pouvait encore les entendre. Le bourdonnement bas et régulier de moteurs s'évanouissant dans l'éternité. Une chanson qu'elle porterait pour toujours. Parce que parfois le plus petit acte, un repas chaud par une nuit froide, peut onduler vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il secoue le sol même sous nos pieds. Et peut-être que c'est la question avec laquelle nous restons. Si la bonté pouvait convoquer 1000 moteurs pour Marthe, que pourrait-elle convoquer pour vous? Soyez bienveillants. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la compassion n'est jamais gaspillée. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires méconnues de gens ordinaires déclenchant des moments extraordinaires, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé.